Bonjour à tous à nouveau. C'est un plaisir de vous faire ce deuxième topo intitulé Quelle soluté et pour qui en réanimation. Je partage les mêmes conflits d'intérêts que pour le premier topo. Et quand on parle de soluté en réanimation, ce qu'on souhaiterait d'un soluté, en tout cas du soluté idéal, c'est qu'il respecte la physiologie rénale, qu'il soit compatible avec la situation du patient cérébro-lésé, qu'il respecte également l'hémostase, en tout cas qu'il n'interagisse pas avec elle et qu'il ne l'altère pas, qui respecte le pH plasmatique, qui respecte le milieu intérieur, ainsi que sa composition. Et lorsqu'on sait que dans les états de choc, notamment les états de choc septiques et hémorragiques, la réanimation peut nécessiter jusqu'à 5, voire jusqu'à 15 litres de remplissage vasculaire, c'est probablement le médicament qu'on utilise dans sa plus grande quantité en réanimation. Donc c'est important de se poser la question de quelle soluté et pour qui. Alors le soluté historique qui a été utilisé jusqu'à maintenant, ou en tout cas jusqu'à récemment, c'est le NaCl 0,9%, sérum physiologique ou sérum salé isotonique, qui a une osmolarité à 308 milliosmoles par litre, une osmolarité qui est un peu plus faible. Et en fait, sa compatibilité avec le milieu intérieur, elle date des travaux de Hamburger au début du XXe siècle, qui avait montré que lorsqu'on mettait le NaCl 0,9% en contact avec des globules rouges, eh bien, il respectait la forme du globule rouge, il ne l'altérait pas, donc il était isotonique, alors que l'eau avait tendance à faire exploser les globules, ou qu'un soluté plus concentré avait tendance à faire réduire de volume les globules. Et il avait confirmé cela en congelant ce produit et en se rendant compte que le point de congélation était similaire à celui du plasma. Alors 308 milliosmoles par litre, finalement, c'est pas tout à fait la même concentration que l'osmolarité plasmatique, et pourtant, dans cette étude qui visait à observer l'osmolarité plasmatique lorsqu'on administre du mannitol ou du sérum salé hypertonique, des solutés qui sont hypertoniques. Vous voyez bien que ces deux solutés, mannitol et sérum salé hypertonique, augmentent l'osmolarité plasmatique, c'est leur objectif quand on les utilise. Et lorsque vous regardez le NaCl 0,9% qui figurait en tant que contrôle chez les patients, un bolus de 5 milliosmoles par kilogramme, c'est-à-dire 1 litre à 1,5 litre de NaCl 0,9%, ça ne modifie pas du tout l'osmolarité plasmatique est de l'ordre de 290 à 295 milliosmoles. Alors que le NaCl 0,9% est plutôt à 308, quand on le donne, on ne modifie que très peu l'osmolarité plasmatique qui est à 295. On devrait s'attendre à un delta, mais Hamburger l'avait mesuré, ce delta, on ne le voit que très peu. Alors le problème du NaCl 0,9%, c'est sa différence en ions forts. Vous savez que chez les individus en bonne santé, la différence en ions forts, c'est-à-dire Na++ plus K+, moins Cl-, c'est 39 millimoles par litre. Et dès qu'on donne un soluté dont la différence en ions forts est inférieure à 39 millimoles par litre, ça rend le pH acide au niveau sanguin. Et si on donne un soluté dont la différence en ions forts est supérieure à 39, ça rend alcalin. Par définition, le NaCl 0,9%, il y a autant de Na que de Cl, donc la différence en ions forts est à 0, et ça entraîne donc une acidose. Les solutés balancés, tels que le ringer lactate, le plasmalite, l'isofindine, je ne suis pas exhaustif, mais c'est la majorité des solutés balancés, ils ont une différence en ions forts qui est entre 27 et 50, parce qu'il y a moins de chlore et que le chlore est remplacé par un autre anion. Et ça permet de mieux respecter le pH sanguin. Le deuxième effet des solutés balancés, au-delà du fait qu'ils ont une différence en ions forts plus proche de celle du plasma que le NaCl 0,9%, c'est que lorsqu'on administre 2 litres de soluté balancée à un volontaire sain versus 2 litres de NaCl 0,9%, vous voyez en haut à gauche que bien sûr le chlore monte lorsqu'ils reçoivent 2 litres de NaCl 0,9%, le chlore reste stable quand on reçoit 2 litres de ringer lactate, mais surtout quand on passe ces volontaires sains à l'IRM, on se rend compte qu'après 2 litres de soluté balancée en haut, la courbe de perfusion rénale reste stable, alors qu'avec le NaCl 0,9%, il y a une perte de la perfusion rénale de l'ordre de 40%, ce qui est beaucoup, mais c'est ce qui a été mesuré en IRM. Lorsqu'on extrait des néphrons de rats et qu'on les soumet à des concentrations de chlore progressivement croissantes, vous vous rendez compte que la concentration en chlore des solutés balancées de l'ordre de 100 millimoles par litre permet d'avoir un certain degré d'ouverture des vaisseaux, mais quand on va vers 108, 110, 120, comme on l'a dans le NaCl 0,9%, eh bien on a tendance à fermer les vaisseaux qui vont vers le néphron. Voilà, il y a une hyperréactivité vasculaire à l'hyperchlorémie à proximité des reins. Ça peut peut-être expliquer ce résultat. Alors bien sûr, depuis plusieurs années en clinique, ça a été testé
dans de grandes études multicentriques. J'en présenterai deux d'entre elles principalement, parce que ce sont les études Princeps, mais vous connaissez l'étude SMART qui a randomisé 15 800 patients dans un seul centre, hein, énorme étude dans un seul centre, pour recevoir soit du plasmalite, soit du ringer lactate, dans le groupe balancé, ça pouvait être soit l'un soit l'autre, versus du NaCl 0,9% pour tous les malades qui rentraient en réanimation. Le endpoint numéro 1, c'était le MAKE30, c'est une association de recours à la dialyse, de décès et d'insuffisance rénale persistante avec une créate qui est plus de 2 fois la normale à J30. Alors le ringer et le plasmalite ne sont pas tout à fait équivalents, le ringer est un peu hypoosmotique, osmolarité 273, et le plasmalite 294. Le premier résultat de cette étude, vous le voyez en bas, c'est qu'il y a une diminution globale, on passe de 15,4 à 14,3% de survenue, soit d'épuration extrarénale, soit du décès, soit du doublement de la créate. Sur la partie du haut, ce que vous voyez, c'est que dans le groupe balancé, les patients ont reçu en médiane 1 litre, versus 1 litre dans le groupe NaCl 0,9%. C'est pas beaucoup, mais c'est 15 000 patients. Et si on regarde la borne de l'intervalle interquartile qui est plutôt à 3 litres, 3 litres 5, ça veut dire qu'au moins un quart des patients, un quart de 15 000, c'est quasiment 4 000 patients, ont reçu plus de 3 litres, donc ont quand même été exposés aux solutés. Donc un signal positif à l'utilisation de ces solutés balancés versus NaCl 0,9% chez les patients de réa. Et la deuxième grande étude, elle a été réalisée par des collègues brésiliens, une étude multicentrique, 10 000 patients. Cette fois-ci, c'était plasmalite versus NaCl 0,9%. Il n'y avait pas de ringer, donc il n'y avait pas de soluté hypotonique. Les patients, avant leur inclusion, avaient déjà reçu 1 litre parce qu'ils avaient été réanimés aux urgences ou ailleurs en préhospitalier avant d'être admis en réanimation, puis ils étaient randomisés. Ce que vous pouvez voir, c'est que sur la partie droite de la diapositive, la mortalité, ici c'est la mortalité qu'ils ont regardée comme endpoint primaire, c'était pas un critère composite, elle est similaire, on a du mal à discerner les deux courbes, donc il n'y a pas de différence significative en termes de mortalité. Les patients avaient reçu en médiane un peu plus de 4 litres de remplissage vasculaire, c'est-à-dire plus que l'étude précédente. Il n'y avait aucune différence sur l'insuffisance rénale, l'épuration extrarénale, la durée de ventilation. Donc une étude qui était négative en termes de résultats, c'est neutre. Le balancé fait pas mieux que le NaCl 0,9%. Alors il y a certaines limitations à cette étude, notamment une grande proportion de patients avaient reçu des solutés avant leur randomisation, ça biaise un peu les choses. Et puis 60% des patients étaient admis en réanimation après une chirurgie, et ils étaient randomisés en réanimation après la chirurgie. Or, lorsqu'on subit une chirurgie, la période pendant laquelle on reçoit le plus de solutés, c'est le pérope. Et pendant cette période pérope, ils n'étaient pas randomisés. Et puis surtout, le deuxième message, le plus important, c'était le suivant. C'est que si on regardait en sous-groupe chez les patients qui avaient un traumatisme crânien, donc le sous-groupe des patients traumatisés crâniens admis en réanimation, eh bien le fait de recevoir le soluté balancé, le plasmalite, il y avait une surmortalité par rapport à NaCl 0,9%. Le résultat inverse de ce qui était attendu, de la raison pour laquelle l'étude avait été effectuée. Donc un premier signal de peut-être de dangerosité chez les patients cérébro-lésés. Alors depuis, il y a plusieurs autres études multicentriques qui ont été réalisées, et si on les poule toutes ensemble, et je trouve que c'est une belle synthèse, c'est à nouveau fait par le même auteur que l'étude précédente, mais il a fait une méta-analyse très bien faite, ça fait 35 000 patients de réanimation. Si on regarde les 35 000 patients de réanimation, et qu'on extrait la probabilité que les solutés balancés fassent mieux que la NaCl 0,9%, c'est une probabilité de 90%, 9 chances sur 10. Et de façon encore plus notable, si on retire les patients traumatisés crâniens, c'est-à-dire tous les patients de réa hors traumatisés crâniens, la probabilité de bénéfice du soluté balancé, c'est 98%. Mais si on regarde les traumatisés crâniens, la probabilité de bénéfice du soluté balancé, c'est 0,3%. Donc, persiste ce signal potentiel de toxicité des solutés balancés chez les patients traumatisés crâniens. Alors, qu'est-ce qu'en a conclu la Société européenne de réanimation? D'utiliser chez les patients de réanimation les solutés balancés plutôt que le NaCl 0,9%. Par contre, chez les patients traumatisés crâniens, gardez le NaCl 0,9% plutôt que les solutés balancés. Avec un message bien sûr, ne surtout pas utiliser le ringer lactate chez les patients cérébro-lésés, mais en plus d'être balancé, il est hypotonique, ça fait une double raison. Mais dans l'absolu, vu les signaux qu'on a, on préfère utiliser le NaCl 0,9% chez les patients cérébro-lésés. Alors d'où peut venir cette explication d'une toxicité, ou en tout cas d'une moindre tolérance des solutés balancés chez les patients traumatisés crâniens ou cérébro-lésés?
Je vais vous proposer 2 à 3 hypothèses, même si on n'a pas toutes les explications. Bah, la première, elle peut être illustrée ici. 42 patients traumatisés crâniens qui vont recevoir au cours de leur séjour soit de l'isofindine, qui est un soluté balancé, mais un soluté balancé avec une osmolarité à 304, qui est équivalente à celle plasmatique, versus NaCl 0,9%, qui est une osmolarité à 308. Bien sûr, en utilisant l'isofindine, il y avait moins d'acidose hyperchlorémique. C'est pas tellement ça qu'on souhaitait regarder, c'était surtout voir la tolérance chez les traumatisés crâniens. Si vous regardez l'osmolarité plasmatique des traumatisés crâniens, en utilisant l'isofindine, la courbe en noir, sur la partie gauche, elle est un peu plus basse qu'avec le NaCl 0,9%, d'un autre côté, il y a 4 millimoles de différence d'osmolarité. Mais quand même, une diminution assez notable. On a beau donner quelque chose qui est à 304 milliosmoles, vous voyez que la courbe noire, elle plonge et elle va vers 290 milliosmoles. Comme si ce qui était mesuré dans la poche du soluté, quand on le donnait, ça ne produisait pas la même osmolarité. Et si vous regardez la pression intracrânienne des patients, alors elle n'était pas significativement différente, mais c'est encore la courbe noire, elle est toujours au-dessus de la courbe des patients qui ont reçu du NaCl 0,9%. La tolérance est proche, mais on a l'impression quand même qu'il se produit quelque chose, un delta un peu plus important en termes d'osmolarité, peut-être un peu plus de pression intracrânienne élevée en moyenne. De quoi ça peut venir? Ça peut venir de ce que j'ai déjà soulevé, c'est que un soluté qui a une osmolarité affichée de 300, 304 ou 308. Peut-être qu'une fois qu'il est donné au patient, dans le milieu intérieur du patient, il y a des associations, des liaisons qui se créent, et l'osmolarité vraie dans le patient, une fois que le soluté est passé, elle est peut-être plus faible en fait. Et de ce fait, ça pourrait entraîner un peu plus de variation de pression intracrânienne et une moins bonne tolérance que le NaCl 0,9%. Ce n'est qu'une hypothèse, mais je trouve que c'est une piste très utile d'explorer. La deuxième chose, c'est que vous voyez que les solutés balancés, ils diffèrent selon l'anion qui va remplacer le chlore. Le chlore dans le NaCl 0,9%, c'est 154, dans le plasma, c'est 100. Et donc les solutés balancés, ils ont une concentration en chlore proche de celle du plasma. Vous voyez, c'est entre 98 et bon, jusqu'à 127. C'est moins que le NaCl 0,9% et c'est pour beaucoup d'entre eux proche de celle du plasma. Pour faire ça, il faut remplacer le chlore par des anions. Et dans certains solutés, c'est de l'acétate, pour les autres, c'est du lactate, pour d'autres, c'est le gluconate, et pour certains, c'est l'association de deux anions. Finalement, on ne connaît pas très bien l'effet de ces anions lorsqu'ils sont donnés, lorsqu'ils sont administrés à un patient avec le soluté. On va juste prendre un exemple. Ici, ce sont des patients grands brûlés, et ces grands brûlés ont besoin de 10 litres de remplissage vasculaire dans les 24 premières heures. Et là, les auteurs, ils ont randomisé pour qu'ils aient soit du ringerlactate, qui est un soluté balancé, soit du plasmalide, qui est un autre soluté balancé. Et c'est intéressant de regarder la concentration de gluconate dans le sang des patients après ces 10 litres reçus. Voilà. Le ringerlactate ne contient pas de gluconate, donc sur la partie gauche de la diapositive, en blanc, vous voyez que les histogrammes blancs sont très bas, il n'y a pas de gluconate, donc on n'en mesure pas dans le sang du patient. Par contre, le gluconate monte assez haut lorsqu'on reçoit du plasmalite, et pendant toute une période, ce gluconate est assez haut. C'est-à-dire que la métabolisation du gluconate est lente, ça peut s'accumuler. Si vous regardez la concentration de lactate chez les patients, le ringerlactate contient du lactate, le plasmalite ne contient pas de lactate, et vous voyez que la concentration de lactate chez les patients, elle est tout à fait similaire. Pourtant, il y en a qui ont reçu 10 litres de soluté qui contenaient du lactate, et il y en a d'autres qui ont reçu 10 litres de soluté qui n'en contient pas du tout. Ce qui veut dire que chez ceux qui en ont reçu, par l'intermédiaire du ringerlactate, le lactate a été métabolisé tout de suite. Donc vous voyez, ils ne sont pas équivalents. Il y en a, ils sont métabolisés plus lentement, d'autres beaucoup plus rapidement. Et puis vous savez que le gluconate, c'est un substrat métabolique. Il est possible qu'il soit métabolisé par les cellules cérébrales, et on ne sait pas ce que ça fait. Peut-être qu'il est un moins bon métabolite, un moins bon carburant que le lactate ou qu'un autre. Et donc cet anion, ça compte, et peut-être qu'il faudrait faire un peu plus de recherche là-dessus pour comprendre pourquoi les balancés sont moins bien tolérés que le NaCl 0,9% chez les cérébro-lésés, pour peut-être même aussi définir le meilleur anion. Il y a encore du travail là-dessus. En ce qui concerne les colloïdes, moi il y en a un seul dont je souhaiterais discuter, c'est l'albumine. Euh, donc l'albumine, vous savez que c'est un colloïde qui a posé des problèmes également dans les études multicentriques lorsqu'il était administré à des patients traumatisés crâniens.
En Australie, l'albumine est gratuite en fait, hein, sont des solutés dont ils disposent de façon gratuite, donc elle est largement utilisée. Et à l'époque, ils avaient randomisé les patients de réa pour recevoir de l'albumine ou un cristalloïde en réanimation comme soluté de remplissage. Et ils avaient eu ce résultat, c'est que chez les patients traumatisés crâniens, le fait de recevoir de l'albumine, c'est la partie gauche, il y avait une survie qui était plus basse. Et même si on regardait sur la partie droite 2 ans après l'étude randomisée, eh bien cette diminution de survie, hein, cette mortalité augmentée, persistait. Donc il y avait un signal fort pour dire ça. Alors l'albumine utilisée en Australie à l'époque était hypotonique, ça pouvait expliquer certaines choses. En tout cas, ceci a abouti au fait que l'albumine n'est pas recommandée chez les patients traumatisés crâniens. Dans les résultats plus récents, il y a eu beaucoup de recherches faites autour de l'intérêt de l'albumine en post-opératoire de chirurgie cardiaque, une circonstance inflammatoire post-CEC, souvent associée à de la vasoplégie, à du choc. Et dans cette étude réalisée chez quasiment 500 patients de chirurgie cardiaque pour recevoir une réanimation à l'albumine 20% versus cristalloïde, vous voyez à droite ici sur la courbe de Kaplan-Meier que la durée de sevrage des catécholamines est exactement pareille dans les deux groupes. C'était le endpoint primaire, mais la durée de séjour, la mortalité et les défaillances d'organes sont similaires aussi. Il n'y a pas de gain dans cette situation inflammatoire à l'utiliser. La Société européenne de réanimation recommande d'ailleurs d'utiliser les cristalloïdes en première intention plutôt que l'albumine chez le patient tout venant de réanimation. Pourtant, je pense quand même qu'il y a une place pour l'albumine en réanimation. En tout cas, moi je l'utilise. Je vais vous proposer un contexte dans lequel je me pose la question, c'est que souvent dans les états de choc, lorsqu'ils sont sévères, il y a un moment où le remplissage vasculaire par cristalloïde, il marche quasiment plus. En tout cas, il marche, mais il marche 5 minutes et après l'effet s'estompe parce qu'il y a une fuite capillaire telle qu'on perd le bénéfice du remplissage qu'on vient de faire. Souvent, ce sont des patients qui ont des fortes doses de vasopresseurs. Quand vous faites une échographie cardiaque, que vous vérifiez qu'il n'y a pas de dysfonction cardiaque, au contraire, le ventricule, il est hyperkinétique, il est vide, il y a un kissing du ventricule. Et souvent, c'est associé au fait que vous avez dû faire du remplissage de façon importante. Et il y a une hypoalbuminémie qui s'installe d'ailleurs. Ça fait partie des contextes dans lesquels moi j'administre facilement de l'albumine à 20% avec souvent une très bonne réponse hémodynamique, une diminution des catécholamines et le fait que le remplissage est efficace sur une plus longue durée. Voilà. Ça peut être après un choc, au cours d'un choc septique ou au cours d'un choc hémorragique, à la phase post-hémorragique, en sortie de bloc chez un patient traumatisé. C'est typiquement les deux circonstances dans lesquelles c'est utile. Il y a quand même des arguments pour cette pratique. À l'époque, Luciano Gattinoni avait fait une étude randomisée Albios chez des patients septiques pour recevoir soit de l'albumine, soit des cristalloïdes. Et dans le sous-groupe des patients qui étaient en choc septique, donc sepsis grave en choc septique, c'est quand même 1100 patients, et bien ceux qui recevaient de l'albumine avaient une survie qui était meilleure que ceux qui recevaient des cristalloïdes uniquement. Donc chez les plus sévères d'entre eux, c'est ceux qu'on décrit, hein, ceux qui ont la plus forte fuite capillaire, l'albumine peut potentiellement avoir un effet bénéfique. Et d'ailleurs, la Surviving Sepsis Campaign a une interprétation un peu différente de la Société européenne de réa, et elle dit, chez les patients en sepsis ou choc septique, on suggère d'utiliser l'albumine chez les patients qui ont déjà reçu beaucoup de cristalloïdes et dont on a l'impression qu'ils restent hypovolémiques. Voilà, typiquement le contexte dont on vient de discuter. Enfin, il y a une deuxième population de patients, ce sont les patients cirrhotiques qui ont fréquemment une hypoalbuminémie, qui ont fréquemment une vasodilatation au niveau splanchnique, qui fait que lorsqu'ils ont un état de choc, l'état de choc peut s'avérer être assez réfractaire. Et dans cette étude qui a randomisé 308 patients cirrhotiques avec un choc septique, ceux qui recevaient de l'albumine 5% versus des cristalloïdes avaient, au cours des 7 premiers jours, une meilleure survie. Je suis d'accord que 7 jours, c'est pas beaucoup de recul, mais c'est quand même un signal assez fort sur l'utilisation de ce soluté plutôt que les cristalloïdes chez les patients cirrhotiques. En conclusion, le NaCl 0,9%, qui était le soluté majoritairement utilisé jusqu'à récemment, il reste indiqué chez les patients qui sont cérébrolésés en réanimation. On peut proposer des solutés cristalloïdes balancés pour tous les autres patients de réanimation. Ils ont montré un bénéfice dans ce contexte et il faut les utiliser de façon privilégiée hors patients cérébrolésés. Il y a aussi la place pour évaluer l'opportunité de l'albumine dans certaines situations, notamment quand il y a une fuite capillaire importante au cours des états de choc ou lorsqu'il y a un sepsis ou un état de choc septique chez les patients cirrhotiques. Et puis il faut aussi utiliser son bon sens. Il ne faut pas se dire c'est NaCl chez les cérébrolésés et puis balancer pour tous les autres.
Prenez l'exemple d'un patient qui a une aspiration digestive qui donne beaucoup, il va finir par avoir une alcalose hypochlorémique. Et ce patient, c'est pas un cérébrolésé, mais il vaut mieux utiliser le NaCl 0,9% pour corriger cette alcalose et pour corriger l'hypochlorémie. Je vous remercie pour votre attention.